Bienvenue sur Sud Radio, bienvenue dans Les Vraies Voix jusqu'à 20h avec Philippe Bilger, Tom Conan, avec Nadir Kaya et puis vous au 0826 300 300. On est ravis de vous accueillir, on vous souhaite de belles vacances si vous êtes en congé. En attendant le coup de projecteur des Vraies Voix. Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des Vraies Voix. Sur la situation au Brésil, au lendemain de ce résultat extrêmement serré, puisque Lula a fini par l'emporter au second tour de la présidentielle brésilienne par 50,9% des voix contre son prédécesseur Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro qui sera le premier président de l'histoire du Brésil à ne pas arriver à se faire réélire au terme de son premier mandat. Pour en parler avec nous, Maître Charles-Henri Chenu, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes avocat dans un cabinet franco-brésilien. Vous êtes aussi consul honoraire du Brésil en France. En tout cas, on peut le dire. D'ailleurs, tout le monde s'attendait en France à une victoire large de Lula il y a plusieurs semaines. En tout cas, il y a plusieurs mois, c'est ce qui se disait. Et plus on s'est rapproché de l'échéance, plus l'écart se rétrécissait. Philippe Bilger. Oui, absolument. Mais je suis heureux de parler sous le contrôle de notre ami avocat. Moi, je trouve que c'est une situation tout de même assez dramatique pour le Brésil, d'avoir l'alternative entre un homme battu de très peu, dont le rapport à la rationalité n'est pas la qualité principale, et de l'autre côté, nous avons un ancien corrompu. Oui. Tout de même, certes, il a été condamné, c'est réglé, mais ça n'est pas brillant. Alors que j'avais admiré le premier Lula, qui me paraissait introduire une social-démocratie efficace et lucide. Donc, je ne pense pas une seconde que Lula va être capable, puisque c'est votre question, de rassembler tous les Brésiliens, d'ailleurs, qui le peut. Tous nos présidents le promettent et ne parviennent pas à le faire. Donc, je ne vois pas pourquoi Lula y parviendrait. Tom Conan. Oui, après il y a une logique de moins pire, je pense. Effectivement, Lula avait été effectivement condamné pour corruption, mais qu'on voit quand même ce qu'a fait Bolsonaro était quand même assez terrible. Je rappelle quand même quelques éléments, notamment sur la forêt amazonienne. Alors j'ai plus les chiffres exactement en tête, mais c'est 40 000. Voilà. Il y a 40 000 mètres carrés de forêt qui ont été rasés en 4 ans, l'équivalent d'un pays comme la Suisse. Je veux dire, c'est quand même des choses qui sont pas du tout anecdotiques. Alors effectivement, par contre, tu as raison de rappeler qu'il y a aussi un vrai problème d'adhésion localement. Il y a quand même 120 millions de personnes qui sont allées voter, donc c'est quand même un corps électoral assez considérable. Mais au niveau local, tous les gouverneurs, si j'ai bien compris, resteront toujours du côté opposant. Donc il y aura un vrai problème de gestion concrètement, de légitimité, puisqu'au niveau local et au niveau national, il y aura donc deux couleurs politiques, si j'ose dire. Après, je connais pas suffisamment précisément la politique du Brésil pour voir comment ça s'articule. Mais on voit bien qu'effectivement, on est sur une logique de moins pire actuellement. Nadir Kaya. Non, moi ce que je pourrais dire, c'est vrai que Lula, lors de son premier mandat, avait apporté beaucoup d'espoir, notamment pour les pauvres. Il faut rappeler aussi que le Brésil, il y a énormément de pauvreté et il devait... par certaines mesures, notamment l'accession à l'école, le logement, aider à cela. Il y a eu des dynamiques qui ont été faites là-dessus. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le pays est un peu fracturé, un petit peu version américaine, avec Trump qui lui aussi a perdu et n'a pas accepté sa défaite ou n'a pas reconnu sa défaite, avec toute cette histoire de légitimité du vote et éventuellement de tricherie. Là, je pense que le pays est malheureusement trop fracturé pour pouvoir aujourd'hui croire que Lula, même s'il a eu un passif lié à la justice et à de la corruption où il a été condamné, ça entache un petit peu sa personnalité. Mais aujourd'hui, beaucoup de Brésiliens croient en sa possibilité, en sa capacité aussi de rééquilibrer toutes ces injustices qui perdurent au Brésil depuis des années. Donc aujourd'hui, ça va être très difficile au niveau des défis. C'est vrai qu'on a parlé d'écologie. La forêt amazonienne aussi est un vrai défi, notamment par rapport aux chasseurs d'or et à cette dévastation qui se fait à ciel ouvert depuis des années sans qu'il y ait réellement une politique forte là-dessus. Donc je pense que les défis sont tellement importants qu'il va falloir éventuellement plusieurs mandats pour pouvoir faire quelque chose de concret, notamment en termes de pauvreté vis-à-vis de ces populations qui sont exclues. Charles-Henri Chenu. Maître, quand on revoit les résultats 50,9, on voit aussi la carte des résultats, on voit quand même un pays totalement coupé en deux, ce qui est quand même étonnant. Oui, complètement fractionné entre le nord et le sud. Mais cette élection, elle est quand même historique à double titre. Il faut d'abord savoir que le vote est obligatoire au Brésil. Donc, vous devez vous exprimer. Et ça a été une polarisation extrêmement violente entre Lula et Bolsonaro. Et
c'est historiquement la première fois que vous avez un résultat aussi tenu, aussi mince dans la différence de pourcentage. Donc ça, c'est un premier titre, c'est historique. Cela démontre qu'en fait, les Brésiliens sont dos à dos pour la moitié du pays et donc il n'y aura pas de concorde nationale. Ça, c'est le premier point. Le second point historique dans cette élection, c'est que c'est la première fois que vous avez un président qui va devoir cohabiter. Alors, une cohabitation avec le Parlement, avec le Congrès, puisque l'ensemble des sénateurs a été réélu et reconduit. Non, pas reconduit, justement, réélu. Oui. Donc, vous avez aujourd'hui une majorité de députés qui sont bolsonaristes. Vous avez un tiers du Sénat qui a été réélu avec une majorité de sièges bolsonaristes. Et vous avez, c'est sorti aujourd'hui, la très grande majorité des gouverneurs, dont celui de São Paulo, qui sont bolsonaristes. Donc, vous allez avoir Lula qui arrive, qui a en face de lui un peuple qui est totalement divisé, donc un Brésilien sur deux qui n'adhère pas à sa personnalité. Je ne dis pas programme, parce qu'il n'y a pas eu de programme. C'était une campagne d'invective, d'agressivité, de fake news, et on n'a pas eu de programme. On en reparlera peut-être après. Donc vous avez un Brésilien sur deux qui n'adhère pas à la personne de Lula, vous avez un Congrès qui n'est pas derrière Lula, et puis dernier point, c'est que Lula a voulu ratisser un peu large sur le centre droit parce qu'en fait, il était trop à gauche sur son second mandat. Et donc, il a mis comme colistier Geraldo Alckmin, qui est un ancien gouverneur de São Paulo, qui est un politique de centre droit. Alors, il a quitté son parti, mais il est quand même très estampillé centre droit. C'est lui qui a monté son parti. Et donc, vous avez là une alliance quand même très contre nature entre Lula, qui est de gauche progressiste, et puis son futur vice-président qui est de centre-droit. Donc, vous avez un amalgame politique totalement incohérent qui s'oppose, et on ne sait pas très bien quelle va être la dynamique à moyen terme dans ce prochain gouvernement. Sachant qu'il y a une autre donnée dans l'équation, Charles-Henri Chenu, c'est qu'à ce stade, corrigez-moi si je me trompe ou si ça a évolué pendant que je parlais, le vaincu de l'élection, Jair Bolsonaro, n'a toujours pas reconnu officiellement, en tout cas publiquement, sa défaite. Est-ce qu'il y a une chance pour qu'il conteste les résultats comme Trump ? Ou au moins un risque. C'est très étonnant sa réaction, parce que c'est quelqu'un qui avait l'habitude de monter au créneau assez vite, de manière virulente, et il avait dit que de toute façon, il ne reconnaîtrait pas les résultats. Sauf que hier, il est monté tôt dans sa chambre, il a éteint la lumière, il a dormi, dit-on. On attendait, il a bien dormi. Il dort toujours. C'était les messages de la maison présidentielle. C'est très surprenant, et on l'a toujours pas entendu. Il faut quand même dire qu'il pourrait critiquer un système qui lui a permis d'être élu, ce qui n'est pas quand même très crédible non plus. Les points importants, c'est que des soutiens qui lui sont très proches ont reconnu la légitimité de l'élection du président Lula. Donc, de sa garde rapprochée, tout le monde n'adhère pas au vote électronique et à la fraude du vote électronique. Et donc, je pense qu'il s'en rend compte et que donc, il aura du mal à légitimer un appel du Capitole, même si, encore une fois, vous avez un Brésilien sur deux qui est prêt à suivre ce porte-voix messianique qui est pour eux Bolsonaro. Philippe, la situation est quand même très tendue, mais on l'attend. Il y a justement, maître, de voix de Bolsonaro. C'est assez paradoxal d'avoir aujourd'hui un fait de passivité de Bolsonaro qui peut se changer, bien sûr, alors qu'il aurait pu légitimement, des politiciens ont fait pire, compte tenu de la faible victoire de Lula, contester de manière plausible, parfois en soutenant là, ici ou là, une illégalité. Deuxième élément, pardon, c'est une question qui m'a toujours passionné techniquement. Comment fait-on pour vérifier que tous les Brésiliens ont voté ? Alors, il y a un système fédéral d'amende. Vous avez une numérotation qui s'appelle le CPF, qui est le cadastre des personnes physiques, et qui enregistre votre vote, et vous pouvez être appelé par la police fédérale ensuite à vous justifier. Si vous ne vous justifiez pas, vous payez une amende. Donc il y a quand même une forte incitation au vote, même si
la communauté brésilienne n'est pas politisée au même sens, dans la même acception que nous le sommes nous. C'est-à-dire que le débat politique de raison ne s'invite pas à la table du dimanche. C'est beaucoup plus passionnel au Brésil et puis après ça retombe en soufflet jusqu'à l'élection qui suit. Donc c'est une acception politique qui est très très différente de la nôtre. On est vraiment sur de la passion, très loin de la réflexion comme on peut avoir dans un débat plus classique. C'est de la continuation du foot par d'autres moyens. Mais ce qui est exactement. Non, mais attendez, pardon de vous couper la parole, mais Dieu a fait beaucoup dans cette élection. C'est-à-dire que si Bolsonaro a déjoué tous les sondages, c'est qu'il avait pour lui toute la communauté évangéliste et qu'il a invité Dieu à cette élection. Donc on est quand même sur une autre raison pour respecter quand même le vote brésilien. Nadir Kaya. Je voudrais savoir, bonsoir, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir un recours qui permettrait d'annuler ou de reporter ces élections, ou alors y a-t-il une décision finale qui a été apportée suite à ces résultats ? Alors, le recours est possible. Il est ouvert, la voie judiciaire est ouverte, sauf qu'il faut que vous ayez des éléments de preuve. Il faut la motiver. Et que si vous n'avez pas d'éléments probatoires, votre recours ne vaut rien. Aujourd'hui, le tribunal suprême électoral a été saisi, pas aujourd'hui, mais quelques jours au préalable, pour des suspicions de fraude. Et le juge suprême électoral a bien dit qu'il entendait le recours, mais qu'il n'en faisait pas, qu'il n'en donnait pas suite parce qu'il n'y avait pas de preuves. Oui. Alors, il faut quand même savoir que ce vote électronique est très usité au Brésil. C'est un mécanisme extrêmement rompu et fiable. Et c'est par là quand même que Bolsonaro a été élu. Donc c'est un comble de dire qu'il perd l'élection par le même système qu'il a élu. Petite question, Maître Chenu. Finalement, au regard de la France, l'élection de Lula, c'est quoi ? Parce que Bolsonaro n'avait pas forcément de bonnes relations avec Emmanuel Macron. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut en attendre ? Alors, je crois que ça, c'est le grand apprentissage, c'est le grand espoir de cette élection. D'abord, d'un point de vue régional, le Brésil est devenu progressiste, de gauche, et rejoint une Amérique latine qui aujourd'hui est quasiment à 98% à gauche. Ça veut dire qu'en fait, Bolsonaro, qui s'était ostracisé dans sa zone latino-américaine, finalement, le Brésil va se remettre à la table des négociations des pays de gauche latino-américains sur les grands accords économiques. Ça manquait. Donc il y a une dynamique régionale qui va être relancée. Et puis sur la relation internationale et sur la relation franco-brésilienne, on ne va pas se mentir, c'est que depuis que Bolsonaro a été élu, Macron ne veut plus lui parler, c'est devenu réciproque, ça a été une guerre de coq. Pardon, c'est pas très correct de dire ça, mais et donc les gouvernements ne s'adressaient plus la parole. Sauf en insulte, par insulte interposée. Par épouse voilà, interposée. alors de manière constructive, j'allais dire. Et ce qui est très illustratif, c'est que le mois dernier, c'était le bicentenaire de l'indépendance du Brésil, qui est un pays avec lequel on a un partenariat stratégique depuis 2006, qui est un pays ami, qui est un pays avec lequel on travaille. On a 39 boîtes du CAC 40 y est, la plus grande frontière terrestre, bref, etc. Tous ces éléments qu'on connaît, et on ne se parlait plus du tout. Mais du tout. Il était même interdit en France de parler du Brésil et inversement, d'un point de vue politique et gouvernemental. Même en foot. Donc, je plaisante. Ouais, ça c'est une autre dynamique. Mais donc là, si vous voulez, on a bien vu Macron, le président Macron, qui a quand même félicité Lula assez vite, pas aussi vite que Poutine, mais on relève les barrières, et il y a un grand espoir de renouer un dialogue constructif politique comme on l'a toujours fait. Mais on revient de très loin, parce que vraiment, on ne se regardait plus. Tom Conan. Ouais, moi, ce qui me frappe actuellement à l'échelle internationale, et donc notamment au Brésil, c'est qu'il y a finalement une baisse, on pourrait dire, des gouvernements radicaux. C'est pas pour revenir toujours sur ce terme-là, mais on voit bien finalement qu'aujourd'hui, les incertitudes ont l'air tellement envahissantes et immersives d'une certaine façon sur la question économique après toute la crise du Covid, sur la crise climatique, etc., que finalement, on va de plus en plus vers des gouvernements qui vont se resserrer autour d'équipes relativement centrale, centriste. Là, on voit avec Lula qui va effectivement s'appuyer sur quelqu'un de centre-droit, ça a été rappelé. On peut prendre l'exemple de Liz Truss, conservatrice en Angleterre, qui avait eu effectivement un programme économique un peu absurde pendant 40 jours avant d'être débarqué et remplacé par quelqu'un de beaucoup plus modéré et beaucoup plus au centre, effectivement aussi. En France, on sait qu'avec Macron, c'est exactement le cas. J'ai l'impression que c'est cette espèce de tendance tout de même, et je pense que c'est aussi pour la raison que finalement les
problèmes deviennent de plus en plus techniques. Et comme c'est très technique, à un moment donné, effectivement, des gens qui sont purement populistes ou dans l'idéologie, ou vraiment dans des discours totalement absurdes et aberrants, comme c'était le cas de Bolsonaro, qui a quand même dit un nombre d'absurdités inouïes pendant ces dernières années, je pense que ça va aujourd'hui vraiment se coloniser de plus en plus d'élections. Les gens ont peur, et dans ce contexte d'incertitude, on préfère s'en remettre à des gens moins radicaux et plus techno. C'est une question, parce qu'elle est très longue, donc est-ce que vous pouvez y répondre rapidement, maître? Oui, mais je pense que c'est la question du débat politique en général. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez plus de programme, vous n'avez plus d'ambition politique, et donc vous essayez des mesures et vous essayez de ratisser le plus large possible. C'est-à-dire que dans cette élection brésilienne, encore une fois, il n'y a pas eu de programme, il n'y a pas de ligne directrice, il n'y a pas d'ambition pour un nouveau Brésil. Lula s'est quand même présenté sur le premier tour en disant « Regardez ce que j'ai fait de mes précédents mandats », ce qui est quand même pas très stimulant intellectuellement pour un futur immédiat. Donc, et au second tour, Lula s'est effondré dans la fake news que lui jetait à la face Bolsonaro. Donc vous ne fédérez personne là-dessus. Donc vous essayez de ratisser le plus large possible, ce qu'il a fait avec deux femmes, qui sont Marina Silva, qui est une écologiste, et qui s'est alliée avec Simone Tebet, qui est une femme avec laquelle elle ne devait rien faire. Donc là aussi, on a eu un attelage féminin autour de Lula qui était inconcevable, incohérent. Merci beaucoup, maître Charles-Henri Chenu, avocat dans un cabinet franco-brésilien et consul honoraire du Brésil en France. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, on joue, avec notre quiz. Écoutez, si elles veulent bien, le quiz de l'actu, justement. Est-ce que vous avez suivi l'actualité, chère Vraie Voix? On va tester vos connaissances et votre concentration. À tout de suite. Vous allez gagner, Françoise de Gois n'est pas la file. Oui.